Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, comme tous les mois, vous avez le droit à votre review des achats VO du coup pour le mois d'octobre. On va du coup directement commencer avec Mark Millar du coup qui a sorti plein de séries ces derniers temps. Et là du coup on a la suite de toutes ces séries. On commence du coup avec le 3e numéro de Night Club. Donc je sais que je préfère commencer par Mark Millar parce que je vais vite y expédier parce que j'attends à chaque fois que tout sorte pour avoir un avis dessus. Donc là je vais surtout vous montrer ce que j'ai acheté, les couvertures, ce qu'il y a un peu dedans. Et vous parler un peu des opus qu'il y avait avant. Donc là, on a Night Club 2, qui est du coup le deuxième chapitre, deuxième volume en fait, d'un premier volume qui était sorti il y a quasiment un an maintenant, qui à l'époque était sorti avec un prix très bas, parce que les single issues étaient à 2 €. On retrouve du coup Juan Ramirez au dessin, que j'aime perso, plutôt cool. Je trouve que ça va bien avec le mood. Et j'avais beaucoup aimé le premier volume de Night Club, qui est d'ailleurs dispo en VF si ça vous intéresse. Après ça, du coup, on est sur la suite de Nemesis, donc Nemesis Rogues Gallery. Cette fois-ci, on change de dessinateur, on passe avec Valerio Giordano. Pareil, j'avais beaucoup aimé Nemesis Reloaded et même Big Game dans une autre mesure pour le personnage de Nemesis en lui-même, je le trouvais bien traité. Et là, j'ai l'impression que c'est toujours cool. Valerio Giordano, écoutez, quand je feuillette à chaque fois chaque petit numéro, je trouve que ça a l'air sympa aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est aussi dispo en VF Nemesis Reloaded. N'hésitez pas, c'est vraiment un bon récit pour le coup. Là, du coup, on s'attaque au 3e chapitre de Prodigy qui s'appelle Slaves of Mars. Donc là, on est sur le 3e volume de Prodigy. Les 2 premiers volumes sont aussi dispo en VF. Et moi, alors je sais que c'est une série qui plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui trouvent ça pas super cool à lire, qui trouvent que c'est un Gary Sue un peu chiant. Et en vrai, je comprends parce que c'est un personnage... Enfin, moi, j'ai du mal souvent avec les Gary Sue. Mais là, en fait, j'aime plutôt bien le concept d'avoir une sorte de Sherlock Holmes survitaminé dans un monde moderne où le mec, il est super fort en tout le temps. Ça fait qu'il y a beaucoup de plotos. En vrai, scénaristiquement, dans le niveau d'écriture, c'est pas foufou, mais je trouve que c'est vachement divertissant. Encore une fois, c'est dispo en VF si vous voulez trouver. Je crois que le premier volume est plus trop dispo en VF d'ailleurs, mais le deuxième l'est. Et si vous voulez trouver à pas cher ou quoi, je vous conseille vraiment, c'est une lecture franchement divertissante. Et enfin, on termine avec le 2e numéro de Magic Order 5, donc là, c'est le 5e chapitre, la 5e partie. Et ma foi, du coup, on est avec Matteo Buffani. Et encore une fois, j'ai pas lu le début de la 5e partie. J'ai beaucoup aimé les 4 précédentes, même si la 4e m'a laissé un peu plus sur ma faim que les 3 d'avant. Et pareil, là pour le coup, tout est dispo en VF. Enfin, les 4 premières parties sont dispo en VF et c'est vraiment du très bien. En plus, la première, elle est dessinée par Olivier Coipel, qui est un artiste du coup français. Et c'est vraiment du très très bon. Je vous conseille vraiment de lire du coup la première partie à minima pour vous faire une idée. La deuxième est dessinée par Stuart Timonen et pareil, je trouve ça très joli. Donc, je vous conseille aussi Magic Order 5. En général, moi, Mark Millar, je trouve que c'est toujours très sympathique à lire. Ensuite, on arrive avec l'univers Ultimate. Et du coup, comme j'avais pas eu le Ultimate X-Men du mois de septembre, parce que du coup, mon comic shop l'a reçu qu'en octobre, j'ai eu 2 chapitres d'Ultimate X-Men d'un coup. Et ma foi, ça continue un peu sur les mêmes remarques, donc les mêmes qualités, les mêmes reproches que depuis le début de la série, c'est-à-dire que Peach Momoko, c'est quelque chose de très original d'un point de vue artistique, d'un point pour des X-Men, dans le traitement, dans la thématique, etc. Mais d'un autre côté, c'est très lent. En fait, ce qui est très marrant, c'est que ça va super vite à lire et en même temps, l'histoire avance très lentement. Et on a beaucoup de mal à voir au final où est-ce qu'on en est d'un point de vue X-Men. Quand est-ce qu'il y a vraiment une école, où est-ce qu'il y a le professeur X, etc. Pour le moment, faut pas vous poser la question parce que c'est pas vraiment le délire. Et vous allez voir que la manière dont l'école, le professeur X, etc. est abordé est un peu, pour le moment, un peu flou, un peu ambigu. Et dans la 8e chapitre, on en est toujours ici d'ailleurs, vous avez un petit free digital content offert dedans, vous avez un code à révéler, vous pouvez le scanner, vous avez le droit à un numéro d'Iron Man, je crois. Je l'ai pas fait, pour tout vous dire. Mais pareil, on est du coup sur un récit que moi j'aime bien, moi j'aime bien Peach Momoko, c'est vraiment une artiste que je trouve vraiment super cool. Et je trouve que c'est vraiment un trait qui est original dans l'univers des comics. Et du coup, pour du X-Men, je trouve ça vachement cool. Mais voilà, ça a des défauts et des qualités un peu similaires depuis le départ. Mais moi, je continue à suivre, parce que malgré tout, je trouve ça pas nul. Je trouve ça juste un peu lent, il est vrai. Ultimate X-Men numéro 10, cette fois. Où on a un numéro, là, pour le coup, qui, pareil, d'un point de vue action, est très lent, a une rythmique très lente, mais... Là, on avance vraiment dans le récit, dans l'intrigue, etc. On est un peu plus centré sur le personnage du coup de Ben et de Jameson. Et pour le coup, c'est super cool. Franchement, l'alchimie entre tous les personnages marche toujours aussi bien. Franchement, Ultimate Spider-Man, c'est vraiment une super bonne série. Et je vous rappelle que c'est toujours faisable de commencer encore une fois en VF dès maintenant avec le premier volume. Parce que, avec le premier volume, ça fonctionne. Avec Ultimate Universe, et j'ai fait une vidéo dessus sur cette chaîne. Ensuite, on a le Ultimate volume 5, où cette fois, on voit du coup le personnage de Hawkeye,
qui du coup est un personnage assez original. J'ai pas trop envie de vous spoiler grosso modo. Voilà, je vais essayer de vous montrer juste quelques petites planches pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est très joli. Mais pour le coup, il y a vraiment une révélation plutôt cool sur le perso. Et pour le moment, j'aime beaucoup... je trouvais le premier numéro très en deçà des Ultimates. Et ensuite, je trouve que ça va crescendo. C'est vraiment très très sympa. Tout comme d'ailleurs Black Panther, qui est la série à laquelle j'attendais le moins de choses, qui me plaisait le moins de prime abord, parce que c'est pas un personnage que j'aimais bien. Mais au final, ça marche vraiment super bien. Que ce soit les dessins, il y a énormément... Pour le coup, c'est la série probablement, je pense, où il y a le plus d'action. Où le rythme est le plus rapide et le plus effréné. Et c'est vraiment cool, on a vraiment envie d'aller... À chaque fois, j'ai envie de lire la suite, de voir où est-ce que ça va nous emmener avec Moon Knight, etc. C'est très intéressant. Et puis écoutez, encore une fois, Black Panther, c'est vraiment une super série. Et j'ai hâte de continuer à la lire. Et d'ailleurs, là, dans les séries qui vont arriver, normalement, vous allez avoir Ultimate Year One. Et on a eu un Ultimate Wolverine qui a été annoncé. Qui a l'air vachement sympa, qui a l'air d'être une sorte de mélange entre Wolverine et le Soldat de l'Hiver, donc à voir. Maintenant qu'on a terminé avec l'univers Ultimate, on va du coup maintenant s'attaquer à l'univers Absolute de chez DC, qui a du coup été permis grâce à Absolute Power numéro 4 et DC All-In Special. J'ai fait une vidéo dédiée sur cette chaîne il y a quelques semaines par rapport à comment démarrer l'univers Absolute, où je vous parle du coup d'Absolute Power et All-In Special. Globalement, si vous êtes ici, vous avez un peu la flemme d'aller sur une vidéo, ce que je comprends. Ma logique à moi, c'est de vous dire que le All-In Special est sympa et que Absolute Power est un plutôt bon event, mais c'est dispensable, vous pouvez lire directement les séries Absolute, enfin voilà, Absolute Batman, Absolute Superman, etc. Je vais vous montrer quand même quelques petits intérieurs d'Absolute Power, qui est très joli, hein, c'est dessiné par Dan Mora, donc c'est vraiment top. Dan Mora, on connaît, on adore. C'est vraiment un bon event, donc je vous conseille. Le problème, je crois, c'est qu'en VF, vraiment, ils ont voulu sortir tous les tie-in. Et en vrai, ils sont pas nuls, si vous voulez. Je vais pas non plus vous dire que les tie-ins sont éclatés, mais je trouve que c'est dispensable. Donc déjà, je trouve que obliger tout le monde à lire tous les tie-ins, alors que je trouve qu'ils sont dispensables, c'est pas cool, parce que ça vous oblige à acheter l'event en 2 volumes à 30 balles, alors qu'en vrai, vous avez besoin que de 4 numéros. Et en plus de ça, en VO, ce qui était très chiant avec les tie-ins, c'est que ça vous coupait dans vos séries régulières et ça a le don de m'énerver. Ensuite, pour le all-in spécial, bah écoutez, le concept était plutôt marrant, parce que vous pouvez lire en fait, selon l'angle, enfin selon le début de série, vous avez du coup une histoire différente. Donc là, qui est dessinée, il me semble, par Dan Mora, et de l'autre côté, qui est dessiné par Wes Craig. Hop, qui vous raconte du coup 2 univers différents. Là, vous avez l'univers du coup normal, alpha, et de l'autre côté, vous avez un peu l'univers qui va devenir l'univers absolute. Eux, ils ont appelé ça du coup Oméga au début. Et en fait, à la fin, vous avez une grande page qui mélange du coup les deux, qui réunit les 2 univers. C'est franchement sympatoche, je trouve pas que c'est incroyable non plus, ça vous pose juste en fait une situation qui à mon avis va être justement le point de départ du coup de l'univers après Absolute, mais aussi de l'univers classique, les nouvelles grands ennemis qui vont arriver. Mais globalement, par exemple, pour l'univers Absolute, si vous voulez lire Absolute Batman, Superman, Wonder Woman, etc., sans avoir lu le DC All-In, vraiment, c'est pas utile du tout. En parlant de ça, du coup, je vais vous montrer Absolute Batman rapidement aussi, parce que je vous l'ai montré dans la précédente vidéo sur l'univers Absolute. C'est topissime, le premier numéro est super bien. Vous avez vraiment ce que moi je considère être vraiment une bonne réinterprétation de Batman dans un monde complètement autre. C'est-à-dire que pour moi, si vous faites un monde alternatif, mais que vous refaites un Batman qui ressemble à Batman, bah pourquoi vous refaites un monde alternatif? Ça n'a aucun intérêt. Alors que là, on a vraiment un Batman totalement différent dans l'approche. Il est pas riche, il n'a pas de majordome, il est complètement bodybuildé, un peu comme Bane. C'est vraiment très intéressant. Son père a une vie particulière aussi. Enfin, vraiment, c'est une super bonne réinterprétation. Et je vais juste vous montrer la dernière page qui, pour le coup, ne spoil pas grand-chose. Hop, parce qu'elle est très très belle. Et que, très sincèrement, Nick Dragotta, je le connaissais peu. J'avais vu quelques-uns de ses travaux sur Marvel et ça m'avait pas beaucoup mis en mémoire ce qu'il avait fait. Mais je pense qu'Absolute Batman, si ça continue sur ce standard-là, ça va être son meilleur travail que j'aurais pu lire de tous. Et ensuite, on a du coup Absolute Wonder Woman, qui du coup est sorti aussi. Donc là, qui n'était pas dans ma vidéo sur l'univers Absolute parce que je l'avais pas encore reçu à l'époque. Et du coup, après l'avoir lu, ce que je peux vous dire, c'est que c'est aussi très très bien. C'est un peu moins inspiré que Absolute Batman, mais Absolute Batman, c'est vraiment super cool. Mais franchement, Absolute Wonder Woman, c'est vraiment top. Pareil, l'origin story change complètement. Le personnage de Wonder Woman est vraiment super intéressant dans la nouvelle approche qu'on lui donne. Elle a un côté un peu berserk, que j'aime beaucoup, avec sa grosse épée, avec son côté un peu sombre, scénique et tout. Donc non, vraiment, le Absolute Wonder Woman, pareil, c'est vachement cool. Et je vous recommande aussi de le lire si vous pouvez en VO, ou de le lire en VF quand ça sortira, à voir comment Urban va décider de le sortir. Ensuite, les 2 derniers titres d'essai que je prends dans l'univers normal maintenant,
c'est du coup Superman, parce que j'ai hésité à continuer ou pas. Faut dire que j'avais envie d'arrêter tout sauf Poison Ivy, parce que bah, les comics ça coûte cher. Donc pour tout vous dire, j'ai un vintage, j'avais mis des comics VO en vente et tout, j'ai revendu mes Titans, etc. Et j'avais mis Superman à un moment, et puis après j'ai regretté, j'ai enlevé, parce que franchement la série est trop bien en vrai. Je vous recommande vraiment de lire la série Superman par Williamson, parce qu'elle est vraiment cool. Et que là, ce qui est cool, c'est que moi, ce qui m'avait agavé, ce qui m'avait donné envie de revendre mes séries, c'est que justement, il y avait eu plein de tie-in à la con en rapport avec Absolute Power qui vous découpait en gros à la fin de Superman 15, le 16, 17, 18, c'était des tie-in. C'est-à-dire qu'en gros, vous lisiez 3 trucs qui avaient rien à voir avec la continuité que vous aviez lue jusque-là. Donc ça a tendance à me gonfler ce genre de choses. Mais au final, bah là, ça reprend du coup, ça reprend l'intrigue, c'est vachement cool. Les dessins sont par Dan Mora, qui décidément en ce moment est vraiment on fire. Je sais pas comment il fait pour avoir, pour produire autant et autant de qualité. Donc, écoutez, Superman, c'est vraiment une série top. Je vous la conseille pour vous dire, pour que j'en sois arrivé à vouloir la garder malgré le fait qu'il fallait que je réduise mes coûts. C'est que vraiment, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et encore une fois, Poison Ivy, qui est pour moi la meilleure série régulière quasiment depuis qu'elle est sortie. Hein, c'est vraiment une super série. Elle est disponible en VF en plus très facilement. Et Urban l'édite de manière plutôt assidue. Et je vous recommande vraiment. C'est pas la série la plus blockbuster avec des dessins de malade, mais c'est une série vraiment très intéressante avec une super intrigue, un personnage super bien approfondi dans sa psyché et tout, sur ses motivations. Et ça reste vraiment très sympathique à lire. Donc je vous recommande de lire Poison Ivy. On en a donc fini maintenant pour les Big Two. On va commencer avec on va continuer avec un autre univers que j'aime beaucoup, c'est l'univers de Spawn, qui décidément sort plein de trucs en ce moment. Donc là, on est au numéro 358 de Spawn normal, qui est toujours dessiné par Brett Booth, hein, et vous savez l'amour que j'ai pour ce dessinateur. À chaque fois, j'essaie, parce que parfois, j'arrive à voir Thierry Mornay dans la librairie où je vais, ou même parfois, quand il est en interview quelque part, je pose la question, etc. C'est quelqu'un de super disponible, d'ailleurs, c'est quelqu'un de vraiment sympathique. Je lui ai toujours demandé s'il avait prévu qu'il y ait Todd McFarlane, Greg Capullo ou les choses comme ça qui peuvent venir, ou Brett Booth du coup. Et bon, il me met pas ultra en sauce, mais c'est vrai que si jamais au moins Brett Booth pouvait venir, parce qu'en vrai Greg Capullo, je comprends, c'est compliqué parce que s'il faut venir Greg Capullo, on sait tous que les gens ils vont y aller plus pour Batman parce que c'est plus connu comme travail que pour Spawn. Du coup, ça ferait chier un peu, je pense, dès le cours de se dire de ramener quelqu'un qui va plus être vu comme le mec qui a dessiné Batman que comme le mec qui a dessiné Spawn après McFarlane, et je comprends. McFarlane, à mon avis, c'est un mec beaucoup trop prisé pour qu'il veuille venir en France juste pour faire des dédicaces. Mais Brett Booth, je pense que c'est faisable et ce serait vraiment super cool. Je serais le premier à être au taquet pour aller faire dédicacer mes trucs, parce que j'adore ce dessinateur et je trouve vraiment que c'est l'un des mecs qui dessine le mieux Spawn. Et d'ailleurs, cette page, je trouve, elle est très McFarlanesque. Et voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. En plus, Spawn, ça continue à être plutôt sympa dans le récit en ce moment. C'est ultra dynamique, ça raconte des trucs plutôt cool et tout. Après, voilà, le problème, c'est que là, on en est au numéro 358. À minima, il faut au moins avoir lu le numéro 350 pour raccrocher les wagons. Mais franchement, en VF, vous avez vraiment de la chance parce que Delcourt fait un travail titanesque sur Spawn pour tout vous proposer. Tout est disponible. Ils ont même réédité le tome 1 avec tous les numéros qui avant étaient pour certains indisponibles et que maintenant, ils vous l'ont réédité juste pour que vous puissiez avoir ces 2 numéros qui étaient manquants. Vraiment, essayez, c'est top. Et en plus, je trouve vraiment que Delcourt fait un travail fou pour pouvoir vous proposer vraiment l'intégralité des 320 numéros pour le moment dans des tomes. Donc franchement, c'est assez fou d'avoir un éditeur aussi assidu sur une série. Ensuite, du coup, on continue avec Spawn, Skills Every Spawn, qui est la série un peu parodique, un peu fun, avec Chibi Spawn, qui est un peu un rageux et qui veut montrer que c'est lui le meilleur des Spawns. Et en gros, qui fait plein de blagues méta, etc. sur les gens qui aiment Spawn, mais aussi sur les gens qui aiment les super-héros en général. Il y en a qui vous diront que c'est assez oubliable, je comprendrais. Moi, perso, ça me fait plutôt marrer. J'ai plutôt tendance à bien aimer l'humour méta quand ça me touche. Mais voilà, en vrai, c'est rigolo. Moi, j'ai toujours bien aimé le délire de ce Spawn Chibi, même dans les précédentes séries. Donc, je vous le recommande. Par contre, là, on va parler d'une série qui, pour moi, est une série masterclass. Vraiment, c'est un banger absolu. C'est la meilleure série dérivée de Spawn que j'ai eue en mini-série qu'il y a eu de ces derniers temps. C'est vraiment la meilleure. C'est Violator, qui est une série incroyable. J'ai lu que 2 numéros. En 2 numéros, ça m'a convaincu. Ça doit vous convaincre de le lire. C'est en gros une sorte d'origin story du méchant principal de l'univers de Spawn. Mais c'est raconté de manière un peu particulière. Et en vrai, le dessin est particulier. Et en gros, comme c'est le méchant qui vous raconte sa vie, bah, vous avez un petit côté déjà où on ne sait pas si on faut lui faire confiance à 100% sur tout ce qui est raconté. Mais en plus de ça, genre vraiment, c'est raconté de manière ultra crue par contre. C'est vraiment super cool. Le développement du personnage est très intéressant sur sa vie, sur ce qu'il a enduré, sur ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il en est arrivé à devenir cette créature dégueulasse, qui est ici.
Et vraiment, Violator, pour le moment, en 2 numéros, je suis scotché. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai adoré mes 2 lectures. On continue du coup sur une série régulière avec Sandwich Case Files, qui est du coup une série policière sur les 2 détectives de l'univers de Spawn, qui est dessinée du coup par Simon Kudranski, qui est comme je le dis souvent, est un dessinateur que j'aime pas beaucoup, parce que je trouve ça très sombre et un peu figé. Mais bon, pour le moment, c'est une enquête policière, elle est toujours pas finie au bout de 7 numéros, donc vous en doutez que je trouve que ça commence à faire un peu long pour une seule enquête. Mais ma foi, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Cyberpunk Spawn, qui est du coup le Spawn du futur, qui est vachement sympa aussi, qui fait penser un peu aux séries comme Spider-Man 2099, etc. Sauf que du coup, dans l'univers de Spawn, ils ont appelé ça Rat City, ce qui est particulier. Moi, je sais pas trop pourquoi ils ont choisi ce titre, parce que je trouve qu'il est assez un peu nul. Parce que je suis sûr que Cyberpunk Spawn, ça aurait eu beaucoup plus la classe, mais bon. Ils ont pas voulu, ils ont préféré Rat City, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une super série. L'histoire est vachement cool, et en plus, pour le coup, vous pouvez lire dès le premier numéro sans avoir jamais rien lu de votre vie de l'univers de Spawn, vous allez tout comprendre. C'est vraiment une série débutant friendly. Les dessins de Zé Carlos sont vraiment ultra cool, comme vous pouvez le voir. Et l'histoire est franchement ultra fluide depuis le premier numéro, c'est vraiment top. On a vraiment tout ce qui fait le charme des Spawn dans un univers un peu justement cyberpunk, dans le futur, vraiment très sympa. Donc vraiment hâte de voir comment est-ce que Delcourt pour le coup va sortir cette série, mais il pourrait vraiment le sortir juste en tome seul, juste pour cette série-là, parce que c'est vachement bien. Voilà, après il y avait aussi le Spawn numéro 357, ah oui, il est vrai, qui est du coup celui qui était sorti avant le 358, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment très très bien. Brett Booth, c'est toujours aussi stylé au dessin, je vous fais rapidos, comme ça vous voyez à quel point c'est beau. Comme ça on passe rapidement à la suite. Voilà, Brett Booth c'est top, si vous en doutez, ouvrez juste un bouquin de Spawn chez vous, et vous verrez que Brett Booth, c'est trop génial. Ensuite, on a King Spawn, qui est la série un peu, pas secondaire, mais la série parallèle à Spawn normal, qui elle est dessinée du coup par Yildiray Sinar, qui a repris du coup le dessin après, je crois que c'était Kudranski, je sais plus, je crois que c'était Kudranski, mais je suis pas sûr. Mais c'était quelqu'un qui avait le même style, en tout cas, c'est soit Kudranski, soit Jason Shawn Alexander, un des deux, qui pour moi ont des styles assez similaires, assez dark et un peu figés. Et du coup là on a Yildiray Sinar qui reprend la main, et c'est franchement plutôt cool. Il a un dessin très proche, je trouve, dans le délire, une sorte de Brett Booth en un peu plus dark, en un peu plus numérisé. Mais c'est franchement très réussi, j'aime beaucoup. Moi, je connaissais pas du tout ce dessinateur, j'avais rien vu de lui, de Yildiray Sinar. Donc voilà, je voulais sur cette page, je pense qu'elle parle d'elle-même. Franchement, Spawn, c'est assez fou à quel point McFarlane arrive toujours à trouver des mecs qui ont un talent fou pour dessiner l'épicness des séries Spawn. Parce que Yildiray Sinar, je connaissais pas du tout. Et franchement, c'est top. Et maintenant, on passe à la série régulière que je trouve être la meilleure et que je vous conseille en général quand vous voulez commencer Spawn et que vous n'avez jamais lu rien du tout de l'univers de Spawn, c'est de prendre en général le tome 1 en VF de Gunslinger Spawn, qui est pour moi la meilleure série en général en régulière d'un point de vue entrée facile pour un débutant, parce que vous n'avez pas plein de tomes, que l'histoire est franchement super cool, super chill à lire. Les numéros s'enchaînent super vite, les dessins dedans sont super beaux. Sachant que là, le dessinateur a changé, on est passé sur Barberry, mais qu'avant, c'était Brett Booth pendant quasiment plus de 20 numéros. Donc vraiment, c'était de la bombe atomique niveau dessin. Barberry, c'est quand même assez sympa aussi, mais ça rend le personnage un peu plus lumineux, un peu plus sympathique, alors que le début était beaucoup plus dark. Mais non, vraiment, Gunslinger Spawn, c'est une super série. Là, on est sur un numéro un peu plus figé, où on parle un peu plus, mais vraiment, Gunslinger Spawn, je peux que vous conseiller d'y lire à chaque fois que vous verrez cette vidéo, je vous dirai toujours la même chose. Parce que Gunslinger Spawn, je trouve vraiment que c'est une super série qui devrait être testée par tout le monde, parce que vraiment, c'est une super porte d'entrée. Et ensuite, on a le Avengers des Spawn, avec du coup comme leader The Scorch, donc She-Spawn, la femme Spawn, qui a un background spécial dans l'univers de Spawn, mais je vais pas trop spoiler. Et encore une fois, c'est très sympa. C'est très joli, c'est dessiné par Stephen Segovia, qui avait fait le reboot de White Cats, mais j'avais pas trouvé ça fou, son dessin dans White Cats, alors que je trouve que sur The Scorch, excusez-moi, c'est vraiment super stylé. Enfin pareil, faut croire que sur les séries Spawn, les dessinateurs, ils ont envie vraiment de prouver au monde qu'ils sont tous aussi stylés les uns que les autres dans leur manière de le dessiner, parce que c'est encore une fois très cool comme série, déjà d'un point de vue récit. C'est pas encore une fois un récit qui va vous raconter des grandes choses de moralité sur la vie, mais par contre c'est ultra dynamique et ultra fun et chillax à lire. Et le dessin est top, donc je peux que vous le conseiller. Et en plus de ça, il me semble que, je vais essayer de vous montrer ça de suite, mais que si je combine voilà, les deux, vous avez une jolie petite couverture qui est faite par Paul Renaud, qui est un Français et qui m'a déjà dédicacé des comics Spawn. Et du coup, ça fait un joli diptyque, je trouve. Donc voilà.
on a fini les séries Spawn, c'était ma foi plutôt long parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas fini parce que Mark Ferring veut en sortir encore plus. Ensuite, on arrive avec le Energon Universe, qui du coup continue avec le numéro 13 de Transformers. Vous noterez que cette couverture est une couverture qui est faite par Ludo Lulabi, qui est un Français aussi, et qui est le mec qui a repris Battle Chasers, qui a fait les 4 numéros pour compléter l'histoire, qui était d'ailleurs très bonne. J'ai hâte d'ailleurs que Battle Chasers continue, mais ça c'est une aparté. Et du coup, on continue avec du Transformers, avec du Jason Howard au dessin, et qui du coup va succéder à Daniel Warren Johnson et à Jorge Corona. Et encore une fois, c'est plutôt cohérent, parce que je trouve le dessin plutôt proche, peut-être un peu plus enfantin aussi, un peu comme Barberie par rapport à Brett Booth, un peu plus lumineux, un peu plus joyeux. Mais globalement, on reste dans un style vraiment proche, ce qui fait qu'on n'a pas non plus l'impression de lire des comics qui ont des changements graphiques ultra prononcés entre les numéros. Et ça permet du coup de pas perdre le lecteur, parce que je sais que ça peut perdre les gens de lire un truc qui d'abord est dessiné d'un point ultra dynamique, après ultra réaliste à la Alex Ross, etc. Là, vous avez vraiment une unité graphique assez intéressante, alors qu'il y a plus de 3 dessinateurs qui sont passés sur la série. Et encore une fois, Transformers, c'est vraiment très sympathique. C'est une série qui arrive très bien à allier le dynamisme et en même temps le développement du scénario et surtout le développement de l'univers, du lore et des personnages en très peu de temps. C'est vraiment une série très sympa que je vous conseille de commencer et qui est aussi dispo en VF. Ensuite, là, on a le dernier numéro de Scarlet. Pareil, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube spécifique à Scarlet pour vous en parler, parce que c'est une mini-série en 5 numéros du coup, qui du coup finit d'achever de vous présenter le dernier personnage qui allait faire partie probablement des G.I. Joe. Globalement, Scarlet c'est qui? C'est le mélange entre les Totally Spies, Kim Possible et un James Bond au féminin. C'est très stylé. Le personnage en lui-même a vraiment pète la classe et en même temps est très humaine. C'est très sympathique à suivre. C'est pas du tout un personnage qui pourrait être cheaté malgré la fusion que je viens de vous donner. On devrait se dire que c'est un personnage qui va être un peu cheaté. Mais en fait, pas tant que ça, et du coup, franchement, le personnage en est que plus agréable à suivre. Et quand je vous parlais de tous ces trucs-là, Kim Possible, Totally Spies, James Bond, c'est vraiment plus dans l'ambiance, parce qu'en fait, selon les numéros, vous avez des numéros vraiment d'espionnage à l'ancienne, en mode, elle s'enfile dans un casino à la Quantum of Solace, la Quantum of Solace, ou après des numéros à la Kim Possible, où elle commence à la baston et tout, et c'est très bien dessiné, mais alors c'est ultra dynamique la manière dont c'est dessiné. Et d'autres numéros, la Totally Spies, où ça fait très espion, avec quelqu'un qui lui donne un briefing, etc. Donc c'est vraiment cool. Là, vous avez le dernier numéro de Destro, que lui, j'ai pas encore chroniqué sur la chaîne, mais ça va arriver. Et globalement, pareil, ce que j'ai à dire, c'est que comme tout dans l'Energon Universe, c'est très sympa. C'est des séries qui, en plus, sont des spin-offs en théorie, parce qu'après, ça introduit la future série régulière G.I. Joe. Mais franchement, je trouve que je vous conseille, quand ça sortira en VF, de toutes les lire, parce que vraiment, c'est des séries qui sont très cool à lire, déjà de base. Et en plus, ça vous permet de vraiment bien introduire tous les personnages avant de les réunir dans la série régulière G.I. Joe. Donc je trouve que c'est vraiment cool dans une collection d'avoir suivi un univers de bout en bout, surtout quand les récits sont tous à minima bons. Parce que vous avez vraiment pour le moment, depuis le début de l'Energon Universe, rien que je trouve raté. Donc c'est quand même assez admirable dans un univers où il y a tellement de séries pour le moment, parce qu'il y en a à peu près 5-6 déjà qui ont été mis en avant. Et du coup, la première, c'est la dernière que je chronique, avec le numéro 13 de Void Rivals, qui est du coup la série qui a commencé l'Energon Universe avec Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead au scénario. Et on a toujours Lorenzo De Felici au dessin. Et dès la première page, on peut voir que vous avez une référence du coup au Cobra Commander avec Cobra là, etc., qui est une organisation particulière, etc. Donc plus on avance dans Void Rivals, plus on voit que la série est liée avec les autres séries de l'Energon Universe, ce qui n'était pas trop le cas au début dans les 2 premiers arcs, parce que là c'est le début du 3e arc. Mais là je trouve que dans le 3e arc, vraiment on commence vraiment à prendre l'ampleur de l'univers, de comment c'est connecté aux autres séries. Très sincèrement, même si vous avez jamais lu les autres séries, c'est pas grave du tout, vous allez quand même comprendre très bien le récit. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment cool de lire l'univers en entier, parce que si vous lisez vraiment tout, je trouve que ça rajoute vraiment une jouissance de lecture bien plus forte. Donc vraiment, encore une fois, Void Rivals c'est super cool, l'Energon Universe c'est super cool, tout est dispo en VF, en tout cas les premiers tomes sont dispo en VF, et je vous le conseille vivement. Et ensuite, pour terminer, du coup, on ne même pas terminé, mais pour continuer sur Image Comics, mais avec Topco cette fois, on continue avec le reboot de Witchblade, que comme je vous dis tout le temps, moi c'était une série que je connaissais de nom, que j'avais vu apparaître dans d'autres de mes séries, comme Spawn, dans The Darkness, etc. Mais j'ai jamais lu Witchblade, parce que déjà c'est plus sorti en France depuis quasiment 10 ans, même 15 ans je pense. Donc c'est un peu chiant à retrouver. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, c'est une série qui était très dénudée, et qui du coup serait peut-être pas rééditée aujourd'hui, parce que ça ne mettait pas beaucoup en avant, on va dire, le caractère du personnage. Alors que le reboot, pour le coup, lui, est très sympathique.
Moi, j'aime beaucoup le personnage principal, j'aime beaucoup le développement de tout ça. Le 4e numéro vous spoil l'identité de ce personnage et son importance dans l'histoire, donc je vais pas trop vous montrer tout le récit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très intéressant. Moi, pour moi qui n'avais jamais lu du Witchblade, je trouve ça très cool à lire. Je trouve que les dessins de Giuseppe Cafaro sont vraiment très jolis. Et je trouve l'histoire vraiment très bien... Enfin, je trouve que l'histoire fait bien son office. Ça vous présente bien Sarah Pelzini, son background, pourquoi elle est devenue flic, comment est-ce qu'elle est devenue le Witchblade, en quoi est-ce que le Witchblade l'influence, etc. Donc c'est vraiment cool. Et une autre chose que j'aime beaucoup dans les numéros de Witchblade, c'est déjà qu'à chaque fois vous avez une 4e de couverture qui est très belle. Et qu'à chaque fois, à la fin de chaque numéro, vous avez des super bonus. Et moi, j'aime bien les bonus. Parce que pour le même prix, vous avez quand même des pages en plus qui vous montrent des noirs et blancs, qui vous montrent des crayonnés, qui vous montrent voilà, des processus de colorisation, etc. Donc c'est vraiment super cool. Et vraiment, Witchblade, je sais pas si ça va être édité en France, je sais pas du tout même. Mais si vous pouvez le prendre en VO, je vous conseille de prendre les VO, les single issues si vous les trouvez, mais il me semble... mais ça à vérifier, mais il me semble, que le TPB VO va sortir à 10 € le premier volume. Et vraiment, si c'est le cas, prenez-les juste pour vous faire un avis, parce que vraiment, je trouve que pour 10 balles, c'est une super affaire. Ensuite, on arrive avec l'univers Ghost Machine, et plus exactement l'univers The Unnamed du label Ghost Machine, avec du coup Red Coat. J'ai reçu le 7e numéro aujourd'hui, donc je n'ai pas pu le lire. Mais on arrive du coup à une sorte de fin d'arc, avec le 6e, il me semble, qui est du coup dessiné par Brian Hitch, qui moi est un dessinateur que j'aime beaucoup. C'est celui qui a dessiné les Ultimates, qui est du coup un récicule pour moi dans ma jeunesse. Et ma foi, c'est un récit particulier, Red Coat, parce que le personnage est tantôt couard, tantôt courageux. Il va collaborer avec Albert Einstein, donc c'est plutôt cool et tout. Vous avez pas mal de refs à l'histoire des États-Unis. Et je trouve que c'est plutôt sympathique à lire et que ça vous montre pas mal pas d'univers, mais d'époques différentes des États-Unis et de la manière dont les choses étaient vues à l'époque. Et je trouve que ça plutôt sympa, en plus d'avoir un récit derrière, qui est plutôt intéressant et bien construit par Geoff Jones. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sans trop aller loin dans l'explication, parce qu'il me semble que Urban a annoncé qu'ils allaient y éditer, et du coup je vous conseille, c'est vraiment très sympa. Ensuite, encore une fois, édité par Ghost Machine, on a High Street, qui est une série un peu d'horreur, si je devrais dire. Un peu particulière, mais plutôt cool, sur en gros des sortes de démons, enfin plus ou moins des démons qui coincent des gens, enfin des mauvaises personnes dans une rue, pour du coup les faire payer leurs crimes. D'une manière plus ou moins pas sympa. Et en vrai c'est plutôt sympa, enfin c'est plutôt cool. Et le personnage principal qu'on suit, ce n'est pas lui. En tout cas dans ce premier numéro, c'est ce monsieur-là, qui est Monsieur X. Et lui aussi, il a un background intéressant et tout. Donc là, pour le coup, le premier numéro est assez cryptique sur où est-ce que ça nous emmène, même si du coup, les personnages sont plutôt bien mis en place. Mais c'est plutôt intéressant, j'ai hâte de savoir la suite. Pour continuer encore une fois avec l'univers du coup de Ghost Machine, on termine avec les deux derniers numéros de cette vidéo, avec Geiger, qui est dans l'univers The Unnamed, et Rook Exodus, qui est du coup le 6e numéro et le dernier du premier arc. Et les deux sont super cool. Le 7e, celui-là, du coup, ce numéro-là fait suite au numéro précédent qui était le numéro dans un zoo, qui était vraiment un numéro super sympa. Et là, on continue avec un numéro super sympa, qui est super bien dessiné, de toute façon, c'est vraiment la classe. Et vraiment, moi, Geiger, j'avais trouvé la première série de l'époque qui était sortie il y a quasiment 3 ans, je pense, maintenant. Sympathique sans plus, mais depuis qu'ils ont sorti une série régulière avec vraiment le label Ghost Machine, etc., je trouve ça vraiment cool. D'autant plus que cette couverture est une couverture un peu spécifique, un peu collector, qui est rare un peu. Et du coup, je l'avais même pas demandé chez Pulps. C'est eux qui me l'ont mis à la place de la couverture normale. Et du coup, c'est très sympa de leur part, elle est très jolie. J'aime bien le côté un peu vintage de la couverture. Et enfin, du coup, comme je vous ai dit, il y a Rook Exodus, qui n'a pas encore été annoncé, il me semble, par Urban. Et je sais pas du tout comment ils vont le sortir, parce que toutes les autres séries vont sortir en Urban Indies, je pense. Et je pense vraiment que Rook Exodus mérite de sortir en grand format Urban, tellement c'est trop beau. Vraiment, c'est Jason Fabok, c'est des planches à vous couper. Voilà, vous aimeriez pas avoir ça en grand format, un peu style BD et tout, moi je kifferais. Donc vraiment, j'aimerais que Urban m'écoute et sorte du coup Rook Exodus en grand format Urban. Déjà parce que l'histoire est vraiment super cool, c'est une histoire un peu de SF, à la fois de survie, à la fois de SF, mélangé avec du steampunk et tout. Vraiment, je trouve ça vraiment super cool. Le mélange marche super bien, le personnage principal marche super bien. Et surtout, le dessin, il vous claque la gueule, quoi. Vraiment, ça sur planche par planche, vraiment, vous êtes à chaque fois bouche bée sur ce qu'on vous montre, sur à quel point est-ce que Jason Fabok arrive à vous
pété la rétine avec le background, avec les décors, avec la manière dont il a l'imagination de dessiner tout ça. Et si vous aimez bien la SF et le délire, franchement, je pense que vous allez surkiffer. Et quand je vois à quel point est-ce que Dawn Runner est mis en avant en ce moment par iComics, et qui est plutôt sympa, hein, qu'on s'entende, mais quand je vois à quel point est-ce qu'on met grave en avant Dawn Runner, alors que bon, c'est un ersatz d'Evangelion mélangé à Pacific Rim, qui est très bien dessiné aussi par contre. Franchement, je trouve que Rook Exodus est vraiment ultra cool aussi. Donc je pense que Urban a vraiment quelque chose à faire avec Rook Exodus pour le sortir en grand format et vraiment faire plaisir à beaucoup de monde. Du coup, c'était le dernier numéro. Je vous remercie à tous d'avoir écouté, regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, etc. Selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certaines de ces séries, si vous les aimez, si vous les aimez pas, vous, votre avis sur certaines qui seraient peut-être en désaccord avec mon avis à moi. De toute façon, c'est la vie, hein. Et si vous avez des séries que vous lisez, que vous me recommandez aussi, ou des séries qui vont arriver, que vous me recommandez, parce que j'aime bien savoir les gens ce qu'ils me recommandent et tout. Parfois, je teste. C'est le cas, par exemple, avec une série qui s'appelait The Last Mermaid, que je vais pas tarder à chroniquer sur cette chaîne, qui était franchement une très bonne surprise et que j'aurais jamais pris si un abonné m'avait pas recommandé cela. Voilà, voilà. Lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics VO. Tchuss tout le monde.